Hop. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, bonne année. On est très heureux et heureuse de vous retrouver pour cette première conférence de 2025. Donc, on accueille aujourd'hui Céline Piquel-Chevalier. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes professeur des universités en géographie à l'ESTUA, à l'Université d'Angers. Vous êtes spécialiste des enjeux socio-économiques, culturels et environnementaux du tourisme, notamment autour de la question du développement durable et du tourisme sportif, particulièrement lié à la question équestre. L'année dernière, vous avez publié La mise en tourisme des patrimoines équins comme levier de développement territorial en Pays de la Loire, ou encore Tourisme équestre de la transgression à la diffusion sociale. Aujourd'hui, vous nous parlez de la patrimonialisation des haras nationaux, de la perpétuation à la réinvention. C'est un travail que l'on peut également retrouver publié dans la revue Économie rurale. Je vous laisse désormais la parole et nous échangerons tous ensemble après votre présentation. Eh ben, merci. Et puis déjà, bravo parce que vous avez fait une recherche sur mes dernières publications. Je suis épatée. C'est pas toujours le cas. Je vais pas m'apprêter à faire ma présentation, mais en fait, c'est bon, c'est fait. Peut-être juste aussi, comme il y a beaucoup de doctorants, je voulais aussi vous dire, moi j'ai la chance en fait de travailler donc aujourd'hui sur le cheval, puisque bon, je pense qu'on est tous autour de cette table entre guillemets passionnés d'équitation, mais j'y suis pas arrivée directement. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, bon, je sais pas si ça vous sert de recommandation, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir un poste en fait en étant que spécialisé sur le cheval. Moi, c'est vraiment sur le tourisme et les enjeux de développement durable sur lesquels j'ai travaillé. Le cheval, c'était une passion à côté. Et en fait, voilà, j'ai eu la chance, en fait, effectivement, quand le poste est arrivé en fait à l'Estuaire, de découvrir qu'il y avait en plus une filière équine. Donc ça, c'était vraiment une grande chance. Et du coup, mon directeur m'a incité à intégrer le cheval, en fait, dans ces questions qui n'étaient pas du tout traitées encore en géographie. J'y suis allée au départ un peu timidement, parce qu'en me demandant si c'était effectivement un enjeu de recherche. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir être spécialisée, mais je ne suis pas spécialisée que là-dessus, c'est-à-dire que j'ai autant de publications sur le cheval que sur le tourisme et le développement durable, notamment en Indonésie, pour vous dire que, enfin, pensez à avoir plusieurs cordes à votre arc, parce que c'est pas forcément facile d'avoir un poste, en fait, en étant que spécialisé sur le cheval. Donc voilà. Alors, donc là, c'est un travail, effectivement, bah, ça a déjà été bien dit, en fait, publié en 2020. Cela dit, voilà, j'ai travaillé dans le cadre des haras nationaux. Ça, c'est vraiment un travail qui n'était que sur les haras, parce qu'on avait toute cette interrogation, en fait, que deviennent donc ces haras, qui est toujours en cours. Hein. Il y a toujours, dans le comité culture de l'IFCE, on a toujours, enfin, je fais partie de ce comité, et on a toujours cette réflexion, notamment de la mise en réseau de ces haras, dont je vous parlerai un peu à la fin. Mais j'ai publié aussi dans Humanity Show and Tourism, en anglais, donc sur une revue internationale, sur la même thématique qui est sortie l'année dernière au PUR, en fait, sur les patrimoines des Pays de la Loire et donc sur les haras nationaux et sur le cadre noir, parce que j'ai beaucoup publié sur le cadre noir. Et en 2023, j'ai publié aussi un ouvrage sur les trois écoles d'équitation européennes, c'est-à-dire le cadre noir, l'école de Lisbonne, l'école de Rérès, étant donné que le Vienne n'a pas voulu jouer le jeu. Alors, donc, alors je ne vois pas l'ensemble de mon PowerPoint, en fait, parce qu'avec les images, enfin, je ne sais pas si je peux descendre ce truc-là. Voilà, que je vous vois un peu petit. Bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, en introduction, bah, comme vous le savez, donc, le cheval accompagnait l'évolution des hommes depuis l'Antiquité. Toute la réflexion, quoi, enfin, moi, je mène beaucoup au travers de la société des loisirs, c'est qu'en fait, le cheval aurait pu en fait disparaître véritablement, puisqu'on sait hein, qu'on n'a plus que des chevaux domestiques. Hein. En fait, il aurait pu disparaître en grande partie avec la remise en question de ses fonctions utilitaires, on va dire, dans le premier tiers du XXe siècle. Mais en fait, il a vraiment réussi à trouver une nouvelle dynamique grâce à la société des loisirs, hein, du tourisme et des loisirs. Pour rappel, hein, le maximum de chevaux qu'on a eu entre 1830 et 1930 avec 3 millions de chevaux, on est descendu dans les années 60-70 à 250 000 chevaux. Donc, c'était vraiment en fait un effondrement du cheptel. Et aujourd'hui, on est à 1 million de chevaux, troisième cheptel après l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, on a vraiment su retrouver une place au cheval dans notre société. Alors, en fait, hein, l'idée, en fait, c'est de comprendre un peu ces phénomènes au travers de différents sujets. Et en fait, parmi elles,
il y a les enjeux de patrimonialisation. Je suis aussi, oui, président du groupe Cheval et Patrimoine, hein, dont fait partie Bernadette, hein, et on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que c'est dans ce cadre, en fait, plus particulièrement de la patrimonialisation et du changement de signifié en fait des patrimoines du cheval, en fait, qui passe de fonction utilitaire à l'histoire, en fait, hein, que j'ai travaillé sur les haras nationaux, en réfléchissant aussi à l'importance du tourisme dans cette dynamique, hein, la co-constitution entre tourisme et patrimoine, et l'importance de ces outils en termes de développement du territoire. Parce qu'en tant que géographe, je travaille beaucoup sur ces enjeux. Alors, alors, ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas bien mon PowerPoint parce que, en fait, bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir ailleurs, parce il est coupé, l'image est coupée, en fait, par, je sais pas pourquoi, je sais. Donc, en fait, j'ai travaillé sur une double approche. D'abord, du global au local. D'abord, l'idée, c'était de faire un panorama sur la situation des haras nationaux. Donc là, c'était plus particulièrement en 2019-2020. Il y a quelques évolutions, mais qui ne sont pas forcément drastiques, pour avoir donc un panorama de la diversité de leur situation administrative et territoriale. Et puis, en deuxième partie, une étude plus approfondie sur deux cas spécifiques, qui sont donc le haras de la Vendée et le haras de Saint-Loup. Alors, pourquoi on a sélectionné ces deux haras plus particulièrement? Alors déjà pour leurs caractéristiques donc géoéconomiques, donc des haras qui globalement ont réussi cette transformation, cette patrimonialisation en fait, aussi un patrimoine historique intéressant. Et puis ils sont tous les deux situés dans des départements à fort ancrage culturel équin, ce qui n'est pas anodin. Alors ils appartiennent à des collectivités qui ont conservé une situ des représentants de l'IFCE et ils sont rentrés dans des logiques de développement culturel et touristique. Donc, c'était toutes ces caractéristiques communes qui ont fait que j'ai choisi ces deux-là pour études de cas plus particuliers. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ma méthodologie de recherche, donc, moi, je travaille toujours dans une approche constructiviste, structuraliste, en fait, qui combine les données structurelles, enfin, l'étude de données structurelles et l'analyse de discours construits, c'est-à-dire à la fois des structures qui peuvent influencer en fait de façon inconsciente en fait les différents acteurs et les différents agents et à la fois je travaille beaucoup aussi sur les entretiens interprétatifs, c'est-à-dire le rapport construit en fait à un phénoménologique des individus à leur pratique, à leur présentation, etc. Alors plus concrètement, ça veut dire analyse de la littérature et des documents officiels permettant de comprendre l'évolution structurelle des haras et de la filière, étude des statistiques relatives au fonctionnement socio-économique des deux haras, parce que moi, je travaille aussi beaucoup sur ces enjeux économiques, c'est-à-dire qu'il faut que les structures soient viables, hein, pour puisqu'elles puissent durer, hein. Donc, les rapports d'activité, les fréquentations touristiques des sites, observation qualitative participante et non participante sur les deux sites pour analyser leur mode de fonctionnement, et puis des entretiens qualitatifs, semi-directifs et individuels conduits entre 2017 et 2020 auprès de 13 responsables permettant de comprendre le rôle des acteurs au prisme de leur interprétation, bien sûr, et puis leur évolution. Alors, donc, là, vous avez le tableau. Alors, si ça vous intéresse, hein, je vous enverrai le PowerPoint à la fin en PDF. En fait, récapitulatif donc de ces 13 entretiens. Donc, j'ai eu un entretien avec le directeur des patrimoines au ministère de la Culture, donc qui est Pascal Liévaux. On a la chance de bien le connaître puisqu'il fait partie aussi du groupe Le Cheval et ses patrimoines et c'est un passionné de cheval, donc c'est une vraie chance pour nous. Le président du conseil d'administration de l'époque, en fait, Jean-Michel Marchand de l'IFCE, le directeur général de l'IFCE, Jean Roch, euh, Gaillet, le directeur du pôle formation de l'IFCE, le directeur de la valorisation immobilière IFCE, la directrice territoriale des Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire, IFCE, jusqu'à 2018, et puis celle qui l'a remplacée à partir de 2018. Alors, le directeur du Haras de la Vendée de 2005 à 2012, c'est-à-dire celui qui a orchestré le passage en fait du Haras en fait, dans ses anciennes fonctions à sa nouvelle fonction, hein. Le Haras de la Vendée, le directeur du Haras depuis 2014, la directrice adjointe du Haras de Vendée, le directeur des patrimoines du département de la Manche, le directeur, je ne vois plus la fin, le directeur territorial de la Basse et Haute-Normandie de l'IFCE, et puis le directeur du pôle hippique de Saint-Lô. Donc voilà. Et puis je vous ai mis, alors je vous donne, enfin je vous relis pas tout le détail, hein, mais les différentes questions en fait hein, que j'ai pu leur poser, les grands axes en fait, hein, les grands axes de ce que je cherchais à obtenir avec eux. Alors, donc pour revenir sur
Alors déjà, l'historique, hein, bon, des choses que certains d'entre vous, je pense, connaissent bien, la création des haras royaux hein, comme outil d'orchestration de la filière. Je pense que ce qui est extrêmement important de bien comprendre, mais bon, il y a pas mal d'historiens parmi vous, donc je pense que vous le savez, la création des haras royaux en France par Colbert, en fait, elle correspond aussi à l'époque de la création en fait de l'outil des eaux et forêts. Et on voit bien qu'on a là une volonté en fait de maîtrise des ressources fondamentales par l'État, qui sont à la fois le bois et à la fois le cheval en fait, qui sont des outils de la guerre bien évidemment, mais aussi du déplacement, de la production agricole, etc. Donc on voit bien qu'on est sur une volonté enfin, on est aussi sur une perception du cheval hein, comme une ressource et donc, l'objectif, c'est l'amélioration des races chevalines avec une production nationale, hein, parce que c'est ce qui ressort aussi des écrits du fait qu'on est obligé d'aller acheter des chevaux à l'étranger, qui fragilise évidemment en période de guerre, hein, d'assurer la remonte de l'armée, qui consomme énormément en fait de chevaux, tout en permettant aussi, et ça c'est important, le contrôle de l'État sur cette ressource. Et on va voir aussi progressivement le contrôle de territoire en fait. Alors, on sait qu'en 1665, on ne construit pas de haras, ce sont des prêts des talons royaux. Donc, il y a une volonté aussi, et je pense que ça explique aussi la relation complexe en fait des éleveurs jusqu'à la fin des haras nationaux avec les haras. C'est-à-dire qu'en même temps, on a un souci en fait d'amélioration des races, mais il y a aussi un contrôle de l'État qui décide de quels sont les bons étalons en fait, et donc qui remettent en question la qualité des productions locales. Donc je pense que ça explique aussi cette complexité de la relation entre les éleveurs et les haras que j'ai eu du mal à comprendre ayant connu le moment où en fait les haras ont disparu et qui n'ont pas été tellement soutenus par les éleveurs, mais il y avait des relations compliquées en fait. Alors, création du premier haras en province, bon, que vous connaissez tous, évidemment le célèbre haras du pain. Alors, important, c'est une codirection entre le ministère de la Guerre et de l'Agriculture, puisqu'on est bien là en termes de ressources. Hein. Et puis, au cours du XVIIIe siècle, on va avoir plusieurs réformes pour perfectionner le système. Alors, une petite carte que j'ai fait donc en 2020, qui était assez compliquée parce qu'en fait, ça a été un moment, c'était des échanges très riches avec les responsables de l'IFCE parce que c'était un moment aussi de faire un peu le point en fait sur la situation des différents haras. Ça leur permettait aussi, on a vraiment travaillé en interaction parce que ça leur permettait aussi de faire un état des lieux de la situation des haras. Alors, avec à la fois leur date de création, hein, donc à partir de 1715, on a 22 autres sites qui voient le jour entre donc le milieu du XVIIIe siècle et la fin. On a des créations jusqu'à la fin hein, du XXe siècle, hein, jusqu'aux années 70, notamment le Lion d'Angers en 1974. Hein. Et puis, ce qu'on a fait, enfin, ce que j'ai fait sur cette carte, c'est de trouver en fait leur situation actuelle, c'est-à-dire à qui ils appartiennent, sachant qu'il y avait des évolutions en cours. Alors, ce qu'on peut voir en fait en observant cette carte, quand même, d'un point de vue historique, c'est qu'on a une diffusion spatiale hein, de ces haras, même s'il y a des concentrations que vous pouvez voir et qui, bien sûr, j'imagine, ne vous étonnent pas plus dans le nord-ouest, hein, qui sont les régions les plus équines hein, en France. Mais néanmoins, il y a quand même une volonté en fait d'avoir une dispersion spatiale, une diffusion spatiale, parce que c'est aussi un moyen pour l'État en fait de contrôler un territoire. Parce qu'en fait, ces haras sont des lieux centraux dans le sens où c'est une ressource dont vont dépendre notamment hein, la production agricole, en fait. Et donc, en fait, on a Angéline, tu fermes la porte, s'il te plaît. On a et ben, ce rôle hein, du centre et de la périphérie, et ça permet aussi donc à l'État de contrôler un territoire. Donc, voilà. Alors, ce qui est aussi, qui me semble aussi très révélateur, en fait, c'est que les rats connaissent des évolutions en traversant les régimes qui montrent, en fait, à quel point ils sont attachés au pouvoir. C'est-à-dire que après, enfin, dans le cadre de la Révolution, ils disparaissent. Hein. Donc, ça veut dire qu'on les voit bien comme un outil, en fait, de la monarchie. Donc, disparition en 1790, recréation dès 1795, parce que ça reste un outil fondamental, restructuration en 1806 sous Haras, et puis réorganisation successive sous la Restauration, le Second Empire, la Troisième République. Donc on voit bien que pendant tout ce 19e siècle, ils sont des outils fondamentaux. En 1874, ils deviennent donc des haras nationaux, donc attachés donc à la Troisième République.
Donc voilà, ce que je vous disais, associé aux évolutions des régimes, il demeure des structures nécessaires au fonctionnement du pays jusqu'à la première moitié en fait du XXe siècle. Alors vous pouvez regarder, je suis allée chercher des photos. Alors bien sûr, il y a tout un rituel hein, autour en fait du prestige en fait, et ça c'est important aussi à bien comprendre, d'où toute la souffrance qu'il y a eu pour tous les agents hein, quand il y a eu la disparition en fait des haras, tout le prestige en fait de ces haras tant que le cheval reste fondamental en fait à l'économie en fait du pays. Alors, comme je vous le disais en fait, la révolution industrielle et les progrès des sciences et techniques vont faire que petit à petit, on va le voir après quand on va étudier les deux haras en plus particulier, en fait, le cheval va être progressivement privé de ses fonctions utilitaires. Et en fait, ce qui va le sauver, c'est son glissement d'abord vers le sport, puis vers le loisir. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, enfin, d'après les entretiens que j'ai pu faire avec un certain nombre de militaires, il y a quand même, enfin, les militaires ressentent très rapidement en fait cette nécessité de glissement et on leur doit beaucoup hein, ce glissement vers les sports. Hein, enfin, mise en, enfin, le cheval en France a une culture militaire en fait très forte. Hein. Donc en 1833, on a la création du Jockey Club de France où les militaires étaient très engagés. En 1921, la création de la Fédération française des sports équestres, hein, qui au départ était aussi, hein, je vous rappelle qu'au JO, au départ, seuls les militaires et les hommes pouvaient participer hein, dans les sports équestres. Alors plus vers le loisir en 1963, Association du tourisme équestre et en 1971, le Poney Club de France. Hein, tout cela donnera en 1987 la Fédération française d'équitation. Alors quelques chiffres. Donc en 2019, on avait 617 524 licenciés. Pour rappel, le pic en fait des licenciés en France, ça a été 2012 avec plus de 700 000 licenciés. Puis on a eu un effondrement en fait hein, jusqu'aux années 2020 en fait hein, autour de 600 000 licenciés. Donc vraiment on a perdu 100 000 licenciés en l'espace de 10 ans avec beaucoup d'incompréhension en fait. Hein, on a pas mal de travaux, un peu de recherche, mais c'est toujours plus difficile de savoir pourquoi les gens ne vont pas vers une activité plutôt que pourquoi ils vont vers une activité. C'est toujours un peu plus compliqué à étudier. Et puis reprise depuis le Covid en fait. On est, alors aujourd'hui, alors on était à 675 000 en 2023, donc la Fédé était contente, et puis on est un petit peu moins en 2024, hein, avec 648 254 licenciés, avec donc à peu près 75% fléchés loisirs et 85% qui sont des femmes. Voilà, donc ce glissement vers le sport et le loisir qui a permis, comme je vous le disais en introduction, hein, au cheval de trouver une nouvelle fonction. Alors en fait, nos haras, en fait, ils ont dû s'adapter à ces transformations et donc se redéfinir, hein, la réinvention des haras. Je parle du passage de la culture à l'agriculture, enfin de l'agriculture à la culture, pardon, et qui donne un panorama bigarré en fait aujourd'hui. Alors, à l'aube du 21e siècle, hein, c'est-à-dire en 2000, hein, on avait encore nos 23 haras nationaux, 220 stations de monte et 1472 chevaux et 1100 agents. Donc c'était quelque chose de très important en France. Et ça va, donc on va orchestrer, enfin, l'État, en fait, va décider. Alors, progressivement, c'est une bonne question. Hein, on avait l'impression sur le moment, parce je pense qu'on a tous ceux qui l'ont connu, beaucoup de mal à imaginer que ça pouvait se terminer, puisqu'on avait toujours connu les rats nationaux. Certainement qu'en fait, c'était décidé dès le départ. Alors, ce qui peut s'expliquer aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même enfin, le cheval a été orchestré par l'État. L'État possédait donc des étalons, hein, parce que le cheval était une ressource. À partir du moment que le cheval n'est plus essentiel à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, ni à la guerre, ni à l'agriculture, euh, objectivement, si on sort de l'affect autour du cheval, il est vrai qu'on peut se dire, est-ce que c'est normal que l'État conserve des étalons. En tout cas, donc ils ont orchestré ça, c'était orchestré de façon progressive. Donc en 1999, les haras nationaux deviennent établissements publics administratifs avec une nécessité de restructuration, c'est une exigence, et de diminuer la voilure. Parce qu'en fait, l'idée, c'est les haras coûtent trop cher. Alors, bien sûr, ce qui va
amené la fin en fait des haras, c'est la loi de 2001, la loi d'orientation des lois des finances, qui supprime les comptes spéciaux du Trésor. Et donc, dans ce cadre, on a une disparition du Fonds national des haras qui était alimenté, c'est comme ça qu'il vivait en fait, par un prélèvement de 0,7% sur les paris des courses. Désormais, ces comptes spéciaux, c'est-à-dire ce financement bien particulier qui donnait une autonomie aux haras, et le budget en fait des haras est désormais inclus dans celui du ministère de l'Agriculture. Donc pourquoi ça change des choses? Parce que du coup, en fait, le fait de ne plus être en autosubsistance comme ça grâce au fond des courses, ça fait que le ministère de l'Agriculture voit désormais le poids des haras. Et donc ça va rentrer effectivement dans progressivement la fin des haras par remise en question de ces dépenses en fait. En 2003, nouveau contrat d'objectif entre l'État et l'EPA, avec l'objectif clair de la réduction du nombre d'effectifs et du nombre de structures et la vente du patrimoine immobilier, plus particulièrement aux collectivités ou aux privés, si les collectivités ne le reprennent pas. En 2010, comme vous le savez, regroupement des haras nationaux avec l'École nationale d'équitation pour fonder l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE. Alors même si ça a été sur le moment, puisque tout ça, c'est l'histoire récente. Donc, on a un certain nombre à l'avoir vécu, euh, assez peu compris. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que peut-être que grâce à ça, ça a permis aux haras de survivre, en fait. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu ce regroupement, les haras auraient tout bonnement disparu, puisque par contre, le cadre noir avait sa subsistance propre, hein, et peut-être que les haras auraient disparu. Enfin, je ne sais pas. Alors, donc, en 2018, l'IFCE obtient la qualification d'Institut technique agricole du ministère de l'Agriculture et adhère à l'association de coordination des instituts techniques qui sont centrés sur 6 axes. Et je pense que ça, c'est important aussi à bien avoir à l'esprit, c'est que l'IFCE, aujourd'hui, c'est quand même avant tout, enfin, mon avis n'est peut-être pas tout à fait objectif, peut-être qu'il y a un biais, mais vous voyez, la première action, c'est la recherche. Hein. C'est un institut de recherche aujourd'hui. Rechercher, innover, développer et transférer les savoirs, mais aussi de formation. Alors nous, alors je ne vous l'ai pas dit, hein, mais à l'Histoire, on a un partenariat avec l'IFCE, au campus de Saumur, on a une licence management des structures équestres en partenariat avec eux. Donc on a quand même un certain nombre de points communs, hein, un fonctionnement un peu en fait de formation supérieure, c'est-à-dire à la fois la recherche et la formation. Alors aussi, bien évidemment, valoriser les patrimoines équestres français, donc bien sûr d'abord avant tout le cadre noir, hein, mais aussi donc CARA, assurer l'expertise réglementaire et l'accompagnement de la filière, hein, donc ça c'est très important, comme sécuriser la traçabilité sanitaire, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en fait les missions régaliennes en fait, hein, et contribuer aux politiques du soutien des sports équestres. Mais ce n'est pas l'action première. Alors selon le directeur général de l'IFCE, il me dit, aujourd'hui, notre champ de compétences est précis, nous sommes stabilisés et reconnus comme le seul établissement public de la filière à même d'échanger avec d'autres acteurs. Alors, pour avoir connu toutes ces étapes, ça n'a pas été facile hein, en 2010, hein, la réunion des haras nationaux et du cadre noir. Le cadre noir ne comprenant pas bien en fait pourquoi on les associait aux haras. Et je pense qu'il a fallu 10 ans pour avoir vraiment une stabilisation, une compréhension et une institution qui fonctionne bien. Mais effectivement, au départ, ce n'était pas un choix hein, d'aucun des deux. Ces deux institutions travaillaient de façon complètement différente, puisque les haras, d'abord et avant tout, c'est bien sûr des éleveurs, hein, et de l'autre côté, le cadre noir, on a à la fois, c'est une école, hein, à l'époque on parlait d'ENE, hein, École nationale de l'équitation, donc à la fois une école de formation et de représentation. Donc effectivement, au départ, il y avait pas mal d'incompréhension. Pourquoi en fait travailler ensemble? Et aujourd'hui, enfin bon, moi je suis toujours quelqu'un de très optimiste, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie, comme le dit le directeur, hein, une vraie clarification en fait de ce que c'est que l'IFCE et ses enjeux. Mais il y a eu pas mal de tâtonnements, c'est-à-dire que dans ces missions-là, année après année, hein, les missions, ils changeaient un petit peu, hein, parce qu'effectivement, c'est pas facile, hein, c'est pas facile de changer, surtout deux institutions historiques comme ça qui avaient leur fonctionnement propre depuis très longtemps. Alors, en 2019, là, quand j'avais fait cette étude-là, bon, je suis allée voir un petit peu, il n'y a pas forcément de grands changements depuis, hein. On avait 10 sites et 2 en cours, donc, mais qui ne sont pas forcément encore aboutis, de sites qui portent le nom de haras nationaux. Ça fait partie aussi des niveaux du comité culture, c'est-à-dire d'inciter les anciens haras, mais pour ça, alors, il faut créer un label haras national avec qu'est-ce qu'on met dedans, en fait, pour inciter les gens à garder la marque et puis à travailler, en fait, en réseau. D'accord.
donc la marque Haras Nationaux qui est devenue une marque. Alors, on va voir que plusieurs configurations ont émergé en fonction alors de leur nouveau propriétaire, présence maintenue d'agents de l'IFCE, de leur classement patrimonial et des projets construits pour les faire vivre qui intègrent ou pas des chevaux. Alors déjà, il y a des choses qu'il faut savoir, que moi j'ai découvert en faisant cette recherche, c'est que tous les sites n'appartenaient pas historiquement aux haras nationaux. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été aussi compliqué pour les FCE parce qu'ils pensaient quand même récolter un peu de l'argent en revendant leur site, sauf qu'en fait, certains, il y en avait 7 qui ne leur appartenaient absolument pas, qui déjà étaient la propriété des collectivités, des départements ou des villes, et en fait, que les sites ont donc, que les collectivités ont récupéré gratuitement. Alors, il y avait les Rosières aux Salides, les Brévières, Rodez, de Lyon d'Angers, Besançon, Montier-en-Der et Strasbourg. Ça a été aussi, on va le voir par la suite, le cas en fait du haras de la Vendée. Alors aujourd'hui, mais ça a été, enfin, je ne l'ai pas mis dedans tout de suite parce que ça a été un petit peu, enfin, c'était pas exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont découvert, donc l'IFCE voulait vendre en fait le haras, et en fait, un document historique a été retrouvé qui disait que si l'État sortirait, eh bien, le département le récupérait. Donc voilà, tout ça, ça a été des moments un peu difficiles pour l'IFCE. Alors l'IFCE ne possède plus aujourd'hui que 2 haras, Pompadour et Uzès, plus une partie du haras du Pin, la jumenterie. Alors néanmoins, des agents demeurent présents dans les sites parce qu'ils travaillent de concert avec les nouvelles institutions en appui à la filière sur des missions d'identification, de formation ou de recherche, voilà, selon le directeur du pôle de la formation. Alors, en fait, la vente de ces haras, elle devait privilégier des projets de développement local à économie viable en lien avec le cheval. Mais c'est ce qu'on va voir par la suite, ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire que euh, s'il y avait 2 acheteurs, c'est-à-dire un privé et une collectivité avec un projet de développement autour du cheval, c'est la collectivité qui a été privilégiée. Mais parfois, comme à Saintes, la collectivité n'a pas voulu en fait récupérer le haras et donc le haras a été vendu à un privé. Alors, un tableau avec donc la situation donc en 2020 en fait et puis j'ai refait quelques mises à jour de ces différents sites. Donc vous remarquerez qu'il n'y a bien sûr pas le cadre noir là-dedans puisque ce n'est pas un haras. Donc les 2 haras qui appartiennent à l'IFCE, c'est Pompadour et Uzès. Sachant qu'à Pompadour, c'est compliqué aussi puisque l'IFCE va se retirer en partie. Donc, bon, voilà, ça reste des situations assez difficiles. Le pain, donc, était un EPA. Ça a été le premier, en fait, à devenir un EPA. Et puis, suite à un certain nombre de difficultés, finalement, depuis 2022, il a été récupéré par le département de l'Orne. Après, vous allez voir, alors je ne vous donne pas non plus, je ne vous lis pas tout le tableau, mais un certain nombre qui fonctionnent sous forme de syndicat mixte. C'est un petit peu ce qu'on va voir aussi, les avantages et inconvénients. En fait, s'il y a plusieurs propriétaires ou un seul, euh, en priorité, vous voyez dans le tableau, ce sont les haras appartiennent aujourd'hui plutôt au département, agglomération ou ville, et on en a un quand même qui appartient à la région. Et puis, on en a 3 qui sont passés, les 3 derniers, c'est-à-dire Pau, Gélos, Blois et Saintes, qui sont passés dans le privé. Voilà. Donc voilà, donc après je vous ai mis aussi, alors avec la présence ou pas d'agents de l'IFCE, les marques haras nationaux, et puis j'ai mis les différentes activités. Et si si vous regardez un petit peu les différentes activités, on voit quand même qu'il y a une prédominance du tourisme culturel, en fait, puisqu'effectivement, toute la problématique de ces haras, c'est effectivement comment réussir à les faire vivre, c'est-à-dire à avoir suffisamment d'entrées, en fait, financières pour arriver à conserver un tel patrimoine bâti. Alors, en plus, quand il y a des chevaux, c'est encore plus cher, mais ne serait-ce que le patrimoine bâti, en fait, qui évidemment s'use, qui s'abîme, etc., il faut absolument, en fait, la même problématique que les châteaux, il faut absolument trouver des entrées. Alors, le tourisme culturel est souvent présent, mais aussi on a régulièrement des pôles hippiques, avec l'idée de faire de la formation, d'accueillir des écuries de propriétaires, de faire du sport. Voilà, donc on a différents types de projets. Et puis, par contre, on a aussi des projets, les 4 derniers, complètement différents, notamment Armonin qui est autour de l'élevage, mais Strasbourg, Blois et Saintes, on est vraiment sur des projets où il n'y a plus de chevaux. Ok, ça va pas trop vite, c'est bon? Alors, alors, plusieurs choses.
déjà, ce qu'on observe, c'est que la protection des haras nationaux, elle n'a pas été globale, en fait, hein. Et selon donc Pascal Liévaux, de toute façon, ça n'est pas possible. La seule chose qui a pu être, par rapport à la loi, la seule chose qu'on a pu préserver de façon globale, ce sont les archives, conformément à la loi. Alors, en 2020, on a quand même 13 sites qui bénéficient d'une protection, 11 au travers d'une inscription. Pompadour, Hennebont, Lamballe, Saint-Lô, Rodez, Tarbes, Montier-en-Der, Annecy, Pau-Gélos, Blois-Saintes, et 2 d'un classement au titre des monuments historiques, Le Pin et Strasbourg. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'est pas parce qu'on a une protection au niveau du ministère en fait de la culture, hein, une protection, en fait une inscription patrimoniale, que cela va nécessairement engendrer une valorisation culturelle, c'est-à-dire parce que c'est protégé, on va plutôt avoir valorisation d'un tourisme culturel. Pas du tout, hein, puisqu'en l'occurrence, les 4 qui sont entrés dans des stratégies commerciales privées sont inscrits ou classés. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir. Alors il faut savoir, quand j'ai présenté ces résultats avec l'IFCE, on a commencé à faire le tour de différents haras pour présenter en fait ces résultats. Euh, alors j'ai aussi la surprise parce que en tant qu'universitaire, bah, parfois, enfin, on est aussi dans un, enfin, moi pour moi, le fait qu'un site soit protégé, en fait, soit inscrit au monument historique, pour moi, c'était une plus-value, quelque chose de positif. Et en fait, on se rend compte en présentant les résultats des directeurs de haras que c'est plutôt perçu comme une énorme contrainte. Et donc, ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont rechercher parce que eux, ils pensent que c'est contraignant en termes à la fois d'aménagement et d'entretien. Et j'ai vu, en fait, alors en plus, on avait quelqu'un qui représentait une jeune femme qui était là, qui représentait le ministère de la Culture, qui était assez malheureuse de voir la réaction, en fait, effectivement, des directeurs de rang. D'où l'intérêt du terrain, hein, d'aller faire des entretiens, parce que effectivement, quand on est chacun dans son propre bagage culturel, il y a des réactions en fait qu'on n'imagine pas forcément. Alors, donc le panorama. Alors, la conclusion pour l'approche globale. Le panorama de la situation des reins est donc bigarré en raison d'une pluralité de facteurs. Émergence d'une typologie, en fait. J'ai fait une émergence de typologie. En fait, alors, on n'a plus que 2 sites ennemis, on va dire, qui appartiennent à l'IFCE. On a des propriétés territoriales exclusives, 16, ou partagées, 2. Et des propriétés privées, 3. Alors, ils ont en commun de s'inscrire dans une logique de recodification associée à leur changement de signifié. Ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, on parle en fait d'une logique de sémiophore. Ils s'inscrivent dans une. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, un sémiophore, c'est que. Enfin, vous savez ce que c'est que le patrimoine, hein, c'est une redéfinition en fait d'un élément qui vient du passé en fait et autour duquel en fait une collectivité ou des individus en fait s'identifient. Mais donc ça veut dire que on lui donne un sens en fait au regard de l'histoire, mais au regard de la société contemporaine. C'est-à-dire qu'il a un nouveau sens dans cette société présente euh, qui s'inspire de son rôle passé, on va dire, parce que effectivement le patrimoine c'est un choix de la mémoire, d'accord. Donc, on le conserve par rapport à une représentation pour notre histoire du passé. Tout n'est pas forcément patrimoine. Et donc, en fait, ça, c'est un élément important, mais il me semble aussi un élément fondamental qu'on va revoir aussi en travaillant plus particulièrement sur les 2 sites, c'est que pour arriver à survivre, en fait, parce qu'une fois de plus, il y a ce qui semble déterminant, c'est de réussir à avoir une pluriactivité. Parce qu'en fait, le patrimoine et encore plus, enfin le patrimoine bâti et encore plus avec des chevaux, être sur de la monoactivité, en fait, parvient rarement en fait à un équilibre économique. Je ne sais pas si vous connaissez en fait la formulation internationale qui dit comment faire une petite fortune avec des chevaux. Réponse, commencer avec une grande. C'est-à-dire que de toute façon, ça coûte tellement cher que de toute façon, vous allez perdre de l'argent. Donc, en fait, il faut trouver en fait cet équilibrage et il passe vraisemblablement, au vu de ce qu'on peut voir, sur de la polyactivité. Alors, ce qui est aussi intéressant, j'allais dire une bonne nouvelle, mais mon avis n'est pas objectif, c'est que la grande majorité de ces sites aspirent à conserver des chevaux. Alors, le fait de dire que c'est une bonne nouvelle, ça, c'est pas objectif. Par contre, ce qui est plus objectif, enfin, qui tend à l'objectivation, nous ne sommes jamais objectifs, hein, c'est de voir qu'effectivement,
ces sites ont quand même plus de chances de survie s'ils veulent vivre en tant que sites patrimoniaux, hein, parce qu'évidemment, quand ça devient quelque chose de privé, c'est complètement différent. Mais si ces sites, enfin, comme à Saintes, où en fait, c'est le siège d'une entreprise de communication, donc bon, mais pour les autres, en fait, qui veulent vivre en fait du patrimoine, ce qu'on observe, c'est que les gens vont beaucoup plus aller visiter un site du patrimoine où il y a encore des chevaux, qui sont associés à des chevaux, où il y a encore des chevaux, que là où il n'y en a pas. Je vous donne aussi l'exemple, par exemple, du musée de la cavalerie à Saumur, qui a quand même beaucoup de mal à attirer du monde, parce qu'il n'y a pas de chevaux, en fait. Et donc, en fait, il y a des chevaux autour, mais il y a pas de chevaux, il n'y a que des représentations de chevaux. Et clairement, ça attire moins que la présence de chevaux, même si c'est en nombre très réduit, comme on va le voir par la suite. Alors aussi, ce qui me semble très important par rapport à ces différentes approches qu'on va revoir aussi là plus précisément, par rapport au fait que on a des sites qui n'ont qu'un seul propriétaire et d'autres qui en ont plusieurs. On va le voir là avec l'exemple en fait des deux A. Il semble que ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait un projet en fait, un projet construit, surtout s'il y a plusieurs acteurs. Euh, c'est un peu même si je j'ai pas étudié profondément le sujet du pain, mais le pain, il y avait un EPA et une difficulté vraisemblablement de tous les échos que j'ai pu avoir en fait sur se mettre d'accord sur un projet, contrairement au Haras de Saint-Lô qu'on va étudier là, où il y a eu d'abord un projet créé par deux en fait, collaborateurs auxquels se sont greffés les autres. Et ça, je pense que l'idée d'avoir un projet commun, en fait, un projet d'abord construit plutôt que de réfléchir après à ce qu'on va faire, ça me semble fondamental dans la réussite de CRA. Alors, maintenant, donc, les études de cas. Donc, le haras de la Vendée et de Saint-Loup. Alors, sur l'historique évolution du haras de la Vendée, de la conservation à la réinvention. Donc, ouverture, donc un petit peu d'histoire, ouverture en 1846, autour de la maison du directeur, de la sellerie d'honneur et des deux écuries sud, dans un style néoclassique créé par l'architecte départemental Joseph Mallet. Et aussi important, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine du haras, dans un parc arboré de 4,5 hectares. Entre 1876 et 1904, on a ouverture de 5 nouvelles écuries. Et donc, on peut stationner jusqu'à 220 étalons. Alors, je tiens aussi à rappeler, grâce aussi au témoignage de différentes personnes et notamment des conservateurs, que, comme je dis ça parce qu'on j'imagine qu'on est tous passionnés par le cheval, il ne faut pas non plus idéaliser, en fait, de se dire, ouais, avant c'était mieux, il y avait 200 étalons, il y avait 300 chevaux, enfin voilà, on verra. Parce que, en fait, faut voir aussi dans les conditions où vivaient ces chevaux, la conception, c'est pas que la conception du bien-être animal n'existait pas, mais elle n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et en fait, ces haras qui se veulent assez modernes, je pense notamment à Saint-Lô, on a une idée du confort du cheval qui va plutôt être dans le fait que les stalles vont être bien aérés, bien éclairés, etc. Le cheval va bien manger. Par contre, la nécessité de liberté de mouvement du cheval n'existe pas, sachant qu'en fait, on en a beaucoup qui sont en stall, hein, qui passent leur vie entière en stall attachés. Hein. Donc voilà, donc c'est pour dire que c'est pas forcément le nombre qui fait que c'était forcément mieux. Mais néanmoins, ça atteste du fait que, évidemment, le cheval, une fois de plus, était absolument central dans l'économie du pays. Alors, au départ, donc, élevage privilégié du demi-sang carrossier qui est utilisé comme cheval de guerre. Alors, l'histoire et la territorialisation du haras émane aussi de l'histoire de la Vendée, hein, que vous connaissez, avec volonté d'emprise et de représentation du pouvoir de l'État après les sanglantes guerres de Vendée. Une fois de plus, hein, l'histoire du cheval, elle fait totalement partie de l'histoire globale. Hein. Alors, la mécanisation et les progrès techniques restreignent la fonction utilitaire du cheval en France tout au long du XXe siècle, ce qui se répercute sur le dynamisme des haras. Donc, on voit une baisse progressive du nombre d'étalons, 191 en 1924, 139 en 1940, et puis, en fait, à partir des années 60, le directeur des haras réalise que pour survivre, il faut changer son fusil d'épaule, et là, on a une spécialisation vers le cheval de sport et de loisir. Néanmoins, on va malgré cela avoir un effondrement à partir des années 80. Donc en 85, on a encore 120 chevaux. Et puis, lorsque Jean-Christophe Dupuis reprend le haras, donc devient le directeur qui va faire cette transformation en 2005, il n'y a plus que 17 chevaux, hein, plus que 17 étalons. Donc voilà, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Donc, le haras de la Vendée suit les évolutions historiques des haras. Donc, il rentre dans l'EPA en 1999, restructuration en 2003.
rapprochement des collectivités en 2005. Et puis donc, en fait, par l'utilisation d'un document historique qui a été retrouvé, le haras reviendra au département en 2006 sans être acheté en fait à l'IFCE. Et en 2008, donc, il devient haras de la Vendée, puisqu'avant, il s'appelait le haras de la Roche-sur-Yon. Hein, d'ailleurs, les anciens l'appellent toujours le haras de la Roche-sur-Yon, parce qu'une fois qu'on a l'habitude de quelque chose, on a du mal à changer les appellations. Alors, l'objectif, c'était vraiment de réinventer ce haras de Vendée. Donc, l'idée, c'est de faire vivre les patrimoines matériels par des patrimoines vivants diversifiés autour du cheval. Donc, selon Jean-Christophe Dupuis, le cahier des charges du projet reposait sur la combinaison au sein du haras de plusieurs choses. Déjà, il fallait que ce soit un patrimoine bâti et végétal, comme je l'ai dit, qui fait partie du patrimoine. Il fallait aussi, dans le cahier des charges, qu'il y ait un espace de formation, donc en lien avec la filière. Il fallait aussi qu'il y ait un pôle de développement pour la filière du cheval vendéenne, alors que là aussi, on a un attachement territorial très important et on voit qu'en cela, le cheval est aussi un patrimoine en termes de génétique, hein, un patrimoine culturel, attaché aux races autour du cheval, et puis un espace événementiel. Une petite carte pour vous montrer la configuration du haras. Alors, l'histoire du haras de Saint-Lô, avant qu'on vienne à leur évolution contemporaine. Donc, vers la création d'un pôle sportif, touristique et culturel. Et là, on voit qu'il y a donc déjà, dès le départ, on va voir qu'il y a deux positionnements différents. C'est-à-dire que le haras de Vendée va d'abord avoir un projet culturel qui va s'ouvrir notamment à l'événementiel et au sport, alors que le haras de Saint-Lô, historiquement, on va voir très rapidement s'est tourné vers le sport. Donc, Saint-Lô accueille des étalons dès 1806 et devient station permanente en 1820, selon Alain Talon. Après la défaite de Sedan, l'État souhaite moderniser la production équine en privilégiant l'anglo-normand comme cheval de guerre. Et donc là, on a aussi ce positionnement du haras de Saint-Lô comme un haras moderne, en fait. Hein. Saint-Lô, qui le produit, en bénéficie de 1882 à 1905 et construit un ensemble monumental, donc, que vous connaissez, hein, qui est dans cette forme en fait hexagonale, là, pouvant recevoir jusqu'à 300 étalons. Le nouveau haras donc, est en partie détruit par les bombardements de 1944 et les écuries sont reconstruites en fait à l'identique, tandis que la ville lui concède de nouveaux terrains qui lui permettent de s'étendre sur 8,5 hectares. Donc quelques photos historiques. Alors, dès lors, on va avoir en fait de façon assez en fait précoce en fait une évolution de reconversion vers le cheval de sport où là aussi c'est vraisemblablement grâce au ressenti en fait des directeurs qui sentent en fait que l'avenir du cheval dès le milieu du XXe siècle c'est de l'orienter vers le sport. Donc c'est ce que je vous ai mis face à la mécanisation et la transformation des besoins, le haras s'adapte. Reconversion précoce vers le cheval de sport. En 1950, les éleveurs réunis au haras créent l'association du Studbook du cheval normand. À partir des années 70, est devenu le porte-flambeau de la production du cheval de sport en France. Alors, malgré cela, évidemment, hein, ces initiatives n'auraient pas le déclin de la reproduction. Et après, j'insiste aussi sur le fait que si on était resté que sur le sport, on n'aurait pas 1 million de chevaux aujourd'hui en France. Que j'insiste auprès de nos étudiants qui sont des cavaliers en partie professionnels, que bon, c'est évidemment le sport ça compte, hein, mais que ce serait pas ce serait pas le troisième sport en France hein, si on n'avait pas eu toute cette politique. Hein, on a vu, hein, 75% des licenciés sont dans le loisir, hein, donc ne pas négliger le loisir. Donc en fait, le sport en lui-même, bien, même si ça permet de sauver le cheval, évidemment, ça n'enraye pas du tout le déclin. Donc en 1900, dans les années 80, le haras ne possède plus que 130 étalons. C'est déjà pas mal hein, dans les années 80. Mais évidemment, hein, on est déjà à la moitié hein, par rapport à ce qu'il pouvait accueillir. Alors, évidemment, l'originalité de Saint-Lô, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce haras, sa création, en fait, en 1992, du centre de promotion de l'élevage destiné à agrémenter le site historique de structures modernes, en fait. Hein. Et en 1993, alors on essaye, en fait, quand on travaille dans le patrimoine, on connaît mieux le haras patrimonial, hein, évidemment, qui est inscrit, en fait, les bâtiments anciens et le parc sont inscrits au titre des monuments historiques en 93. Mais quand on est dans le sport, on connaît plus hein, je vous ai mis les photos des deux, hein, tout ce pôle en fait hein, sportif hein, qui est adossé. Alors,
donc au conseil général, au département, hein, alors que là, on est face à un syndicat mixte, mais qui a donc eu une histoire un petit peu particulière. Donc, création en 2005 d'un syndicat mixte associant le conseil régional de la Normandie et le conseil général de la Manche. Donc, au départ, on a deux acteurs, avec pour mission agrandir le CPE parallèlement au haras historique, qui était encore géré par l'IFCE. Et on a aussi, et je pense que ça, il ne faut pas non plus l'ignorer, hein, si ça fonctionne, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a des collectivités qui investissent, hein. 14 millions d'euros furent investis pour aménager un domaine combinant pôle de compétition et centre d'élevage. Et là aussi, je pense que le territoire, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on voit, par exemple, à Saintes, où on n'a pas eu d'intérêt de la collectivité pour le fait de récupérer le haras, parce que Saintes, c'est en Charente-Maritime, que la Charente-Maritime, c'est déjà très touristique. Et donc, bon, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Il y a certainement une culture du cheval qui est moins forte, en fait, hein. Et donc, les collectivités ne voient pas l'enjeu social, en fait, sociétal en fait, récupérer un rat. Alors que là, on est dans en fait et on voit en fait un conseil régional, un conseil général qui est capable de mettre beaucoup d'argent en pensant que derrière il y a un vrai enjeu de développement territorial, puisqu'en fait c'est ce qui intéresse les collectivités. Donc en 2017, la vente du haras de l'IFCE, enfin, on a revient donc au syndicat mixte, hein, c'est ce qui était prévu. Et là, on a une gouvernance associant la région Normandie, qui assure 30% du financement des restes à charge, le département de la Manche, 30%, l'agglomération de Saint-Lô et la ville de Saint-Lô. Donc là, on a un syndicat mixte avec 4 acteurs, en fait, mais de ce qui enfin, ressort de, moi, de ce que j'ai pu comprendre en fait, au fur et à mesure de ces entretiens, en fait, de ce qui ça fonctionne parce qu'il y avait déjà un projet. Il y a un projet commun parce que en fait, dès lors qu'on est sur des syndicats mixtes ou des EPA, il y a des avantages et des inconvénients. Évidemment, le gros avantage, là, on le voit tout de suite, c'est de se répartir les charges parce que tout ça coûte très cher. Mais pour cela, il faut que les gens s'entendent parce que soit ça fonctionne bien et donc tout le monde est gagnant, soit en fait, il y a plusieurs, certes, il y a plusieurs en fait financeurs, mais les gens ne se mettent pas d'accord sur un projet. Alors, il peut y avoir en plus des partis politiques au pouvoir différents, hein, entre des parfois, ça peut être la même couleur politique, mais des animosités qui fait que ça fonctionne pas. Donc en fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui fait que ça va fonctionner ou pas. Et je pense que si la culture équestre du territoire, l'intérêt de la population, hein, quand on va en parler à la fin, mais quand le haras a brûlé, hein, Alain Talon nous disait que les gens venaient, ils pleuraient en fait, ils pleuraient tellement ils sont attachés en fait à cette histoire en fait équestre de leur territoire en fait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire, applicable exactement de la même façon partout. Alors, l'objectif du pôle est de permettre le développement d'actions de commercialisation du cheval, notamment du sport. Donc là, on voit bien hein, que on est quand même d'abord et avant tout sur par rapport à celui de la Vendée, on n'est pas d'abord et avant tout sur le patrimoine, on est d'abord et avant tout sur le cheval et le sport. La poursuite du développement de l'événementiel sportif, la transformation de l'hôtel d'entreprise pépinière d'entreprise, ça c'est aussi une initiative que je trouve très intéressante, ouverte à de jeunes cavaliers du CSO, le renouvellement de l'offre touristique et culturelle du site autour de manifestations diversifiées. Et on voit là, en fait, que le patrimoine, c'est le dernier élément du site. Donc on en reparlera parce que ça, c'est ce qu'ils essayent aujourd'hui de développer davantage. Alors, alors je ne vois pas ma dernière ligne parce qu'il y a des têtes. Hop, mais c'est pas grave. Alors oui, l'IFCE demeure in situ grâce à la présence d'une délégation territoriale, alors qui était prévue jusqu'à 2021. Depuis, en fait, il n'y a plus d'agents en tant que tels, mais les agents, alors sauf erreur de ma part, je ne suis pas sûre qu'ils soient restés sur le site, mais en tout cas, ils sont toujours à Saint-Lô, toujours dans le cadre d'actions régaliennes, en fait, hein, de suivi des équidés, etc. Par contre, en fait, un certain nombre des agents qui étaient IFCE sont passés en fait à ce qui était prévu dans le fonctionnement du CPE. Donc, en fait, globalement, ils ont essayé que ça se passe bien et de ne pas, en fait, de ne pas mettre les gens au chômage. Ouais, dans ce type de choses, hein. Vous vous rappelez, il y avait 1100. Il y a évidemment aussi des retraites prématurées, des choses comme ça. Mais globalement, je ne dirais pas hein, que tout s'est passé pour le mieux, parce que c'est jamais facile, mais il y a quand même une vraie volonté en fait d'essayer en fait de replacer les gens. Alors,
Ce qui est difficile aussi pour ces haras, hein, ce qui n'est pas simple, hein, c'est qu'on a des spécialistes en fait de l'élevage. Et lorsque les haras ont évolué, bah, comme le haras de Vendée, vers plutôt une valorisation touristique et culturelle, bah, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes métiers. Alors, pour l'anecdote, hein, en 2012, quand on a fait l'Equimeeting Tourisme, hein, le premier rassemblement comme ça autour des événements enfin, scientifiques internationaux autour du cheval et SHS, en fait, des HHS, euh, un des anciens directeurs des haras voulait faire avec les stewards une formation à destination, enfin un master en fait, à destination justement des cadres des haras nationaux avec les stewards pour les former au métier du tourisme. Et puis, ça n'a pas été ça n'a pas été en fait le projet qui a été retenu. En fait, finalement, ils ont préféré former en fait plutôt non pas les cadres en fait, mais plutôt le staff en général considérant certainement que les directeurs pouvaient trouver enfin, autrement. En tout cas, voilà, ça a eu cette idée à un moment donné, justement, cette réflexion de comment on passe de l'élevage à la culture et au tourisme, ce qui n'est pas de fait. Alors, maintenant, pour voir les projets actuels, dont des outils territoriaux de valorisation de la culture équine. Alors, on voit bien que dans les deux cas, ce sont des collectivités qui ont repris les sites. Et donc, si on est sur des collectivités, leur objectif, c'est évidemment le développement territorial. Alors, c'est important à comprendre, c'est-à-dire que le développement territorial, une collectivité ne raisonne pas exactement comme une entreprise. Et heureusement. C'est-à-dire qu'une entreprise doit faire absolument des bénéfices, en fait. Alors qu'une collectivité territoriale va voir plus large. Et c'est ce qui va se passer pour le haras de la Vendée, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement ce que ramène le haras spécifiquement sur le site du haras. C'est globalement qu'est-ce que le haras ramène en termes de valorisation du département. Donc une échelle qui est quand même beaucoup plus large et aussi de la ville. Hein. Il y a les deux, puisque c'est la capitale. Alors, la réussite du site relève d'une professionnalisation touristique reposant sur la volonté de valoriser le site comme un outil de développement territorial, conservant, selon les paroles de Xavier Dumoulin, l'ADN du haras, à savoir les patrimoines équins dans leur diversité matérielle, vivant et immatérielle. Donc, je vous ai mis quelques photos hein, du haras. Alors, d'abord, c'est passé par de la restauration. La restauration, donc, en ce qui concerne le patrimoine matériel, donc restauration et création de nouvelles choses. La restauration, donc, d'une grande partie des bâtiments, même si l'ensemble encore n'a pas été restauré, parce que, eh bien, comme je vous disais, hein, c'est quand même des sites assez monumentaux hein, et que ça coûte très cher. Donc, on a le haras qui est inscrit à l'inventaire subhistorique comme le reste de ce qu'ils appellent le Pentagone, c'est-à-dire c'est une partie du territoire de la ville. Restauration du bassin. En fait, moi, quand j'étais passé, ils étaient en train de le faire, hein, de la fontaine, de la maison du directeur et des pavés de la cour. Du patrimoine végétal, puisque comme je vous disais, le patrimoine végétal fait partie du patrimoine en fait du site. De la céderie d'honneur qui était transformée en musée et de la maison du directeur transformée en salle d'exposition et en boutique. Et des voitures hippomobiles. Là, ils venaient en 2019, ils venaient juste d'acheter une nouvelle voiture. Je vous ai mis la photo. Donc voilà, donc on essaye d'avoir cette politique hein, culturelle et touristique. Alors, restauration, oui, mais aussi création, parce que l'objectif, c'est aussi de rester, hein, vous vous rappelez de la charte, hein, un outil de valorisation de la filière équine, donc qui est capable de recevoir des événements, que ce soit des spectacles ou des concours. Donc, en termes de création, on a eu une nouvelle carrière de 35 mètres sur 60 mètres, en plus de celle qui existait déjà. Un rond d'avant-cours à l'entrée, un marcheur, des gradins et toitures, hein, parce que ça, important aussi, les toitures, je vous ai mis les photos hein, pour préserver soit de la chaleur, soit de la pluie. Amélioration des chemins et signalétiques sur ardoise pour garder aussi le côté patrimonial. Des coffres à questions, donc je vous ai mis une photo des coffres à questions qui permet en fait un côté pédagogique hein, et ludique, c'est-à-dire que vous avez des questions dessus, vous réfléchissez à la réponse, puis vous soulevez en fait le coffre et vous avez la réponse. Et des blocs sanitaires, là, vous avez une photo en fait de Xavier Desmoulins qui était tout fier de me montrer parce qu'il venait juste d'être fini, les blocs sanitaires aux normes, mais qui sont dans les anciens bâtiments restaurés. Donc toujours cette logique d'arriver à faire à la fois des créations, mais toujours en conservant le patrimoine. Et c'est pas simple, hein, et comme vous le savez sûrement, ça coûte beaucoup plus cher en fait de restaurer, de mettre aux normes que de construire du neuf. Donc c'est vraiment un vrai engagement, ce choix-là. Alors, en ce qui concerne bien sûr le patrimoine vivant, et ça c'est toute la place, en fait, la place des chevaux. Alors, donc plus du tout de reproduction à partir de 2014,
avec un cheptel qui est réduit, hein, donc 13 équidés qui appartiennent au département et 2 qui sont confiés par des propriétaires. Quant aux 10 chevaux à l'IFCE, aujourd'hui, il y en a quasiment plus, puisque vous allez voir, cette formation, elle a fermé la formation valorisation de jeunes chevaux. Par contre, donc, peu de chevaux, peu d'équidés. Pour avoir, ce qui compte, c'est que les touristes voient des chevaux, en fait, qu'ils les voient et qu'ils aient des interactions avec eux. On va voir ce qu'ils font par la suite pour montrer les différentes actions qu'on peut avoir. D'avoir 200 chevaux. En fait, vous allez voir sur les 2 sites, ils ont conservé peu de chevaux. Il faut que la présence, en plus, il y a vraiment une ubiquité du cheval, hein, des équidés, c'est-à-dire que quand vous avez des chevaux sur un site, comme vous le savez, la première chose, c'est l'odeur. L'odeur, on sait que les chevaux sont là, donc on rentre déjà dans une ambiance. Après, on les entend entre les hennissements, entre les bruits des sabots, etc. Et avant de les voir, c'est-à-dire que même s'ils sont peu nombreux, ils vont faire qu'un site du cheval est vivant ou pas. Par contre, ce sont des sites aussi qui sont ouverts aux événements et là, tous les box se sont remplis à location, organisés par les associations d'éleveurs notamment. Donc, le cheval est toujours présent, même si, bah, évidemment, hein, 150, 200, hein, ce qui serait totalement ingérable et puis qui même aujourd'hui en termes de bien-être du cheval ne serait plus accepté en fait. On n'accepterait plus d'avoir 200 chevaux en cœur de ville qui n'ont, faut pas se leurrer, hein, si vous avez des chevaux qui sont en centre-ville, évidemment, il n'y a pas de possibilité d'avoir des prêts et des choses comme ça. Alors, la transmission, elle est diversifiée autour du cheval et de l'équitation. Et ça aussi, je pense que c'est important. C'est-à-dire aussi que les spécialistes, les professionnels du cheval soient capables de faire ce travail de médiatisation et ce travail de médiatisation sans mépris par rapport au public. C'est-à-dire que c'est pas on n'y connaît rien en cheval qu'on est méprisable. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand vous entendez que des centres de balade sont appelés dans le milieu équestre des traînes couillons, ça en dit long de la perception que le monde du cheval a des non-cavaliers. C'est pas parce que vous n'êtes pas cavalier que vous êtes un couillon. Ah, vous voyez, même si le terme dans le sud n'est pas forcément méchant. Mais ça veut dire que, alors je vous le dis parce que en faisant ces différents entretiens, j'ai aussi ressenti un sentiment de dégradation. Ah ben ça, maintenant, on alors, c'était au propriétaire Poney Club, en fait, le mercredi et le samedi. Et je me rappelle d'une jeune femme donc, qui a été propriétaire et qui me dit, avec tout le mépris du monde, en voyant en fait les poneys, elle me dit ce n'est plus un haras, c'est un poney club. Ouais, et ben, à force de mépriser le poney club, maintenant il n'y a plus de chevaux du tout. Donc voilà, et ça fait partie aussi de nos difficultés dans le monde du cheval, de ces différents milieux, de ces différents mondes qui cohabitent. Donc là, en fait, il y a vraiment une volonté de médiatisation auprès du grand public qui s'intéresse au cheval, mais qui, en fait, n'y connaît rien. D'accord. Donc, ça veut dire une médiatisation qui est très adaptée. Des visites guidées thématiques et libres, des séances de travail commentées, des promenades en calèche, des ateliers pédagogiques. Et alors aussi, très important pour le site, et là, on voit aussi le fait que ce soit une collectivité, c'est-à-dire de ne pas raisonner sur, en fait, la rentabilité, mais sur l'action sociale, en fait, de ce haras, c'est l'accueil des scolaires de la ville toute l'année, donc 3 élèves par an de la maternelle au lycée. Et puis en plus, c'est intéressant pour la filière parce que ça, là, j'ai encore demandé aux étudiants comment vous êtes arrivés au cheval. Et on a beaucoup, alors on en a beaucoup bien sûr qui sont dans la filiation, donc un membre de la famille faisait du cheval, mais ceux qui n'y étaient pas, parce qu'il les a, ça leur a permis d'aller vers le cheval, c'est une balade en fait, une découverte, une initiation comme ça. Donc il y a un vrai rôle aussi sociétal. Alors, les patrimoines immatériels. Alors, elle passait par la formation. Alors, même si là aussi, il y a eu une réduction de la voilure. Mais en 2019, on avait encore 3 formations. Formation sellerie harnachement, qui était de rayonnement national et qui était vraiment la fierté du haras. Formation de valorisation des jeunes chevaux de sport, un fonctionnement qui était viable, mais finalement qui a fermé en 2020, parce qu'effectivement, l'IFCE s'y réorienté en fait ses obligations pour des raisons budgétaires. Et la formation attelage aussi, la viabilité et l'île, et elle a fermé. Alors aujourd'hui, il reste la formation sellerie, mais qui est en partenariat en fait avec un lycée. Voilà. Et puis on avait l'innovation, activités de médiation, institut médico-éducatif à La Roche avec les enfants autistes. Donc là, je vous ai mis des photos aussi de l'époque.
Alors, à la mention du patrimoine vivant et immatériel, l'événementiel. Alors, l'événementiel, c'est aussi fondamental hein, pour réussir à faire vivre ces sites. Alors, l'événementiel, voilà, elle permet aussi de pallier, ça c'est vrai pour tous les sites touristiques, hein, de pallier à la saisonnalité du haras. Donc, 26 événements hors été. Alors, en été, il y a des événements tous les jours. Hein. Là, on a des événements hors été, 13 par le site et 13 par les associations. Et là, on retrouve aussi le projet, en fait, qui était d'être un outil permettant de dynamiser et de valoriser la filière équestre locale. Donc, à la fois, on a deux types de choses. On a tout ce qui est les événements équins tournés vers différents publics. Donc, novices et grand public, c'est tout ce qui est spectacle, hein, victoire des arts équestres, etc. Et puis, spécialisés, là, ce sont des événements organisés par des éleveurs qui sont soit des compétitions d'élevage, le trophée du foal, ou alors des compétitions hein, comme le concours de dressage, de saut d'obstacle, etc. Et puis alors, et ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est l'ouverture du site à des activités qui ne sont pas liées au cheval. Et ça, c'est important selon les entretiens que j'ai pu faire parce que l'objectif, c'est que ça appartient au territoire et donc il faut que les populations du territoire qui ne sont pas du tout équestres s'approprient le site. D'où des journées comme la journée du patrimoine, des concerts de musique, des événements comme Ara et Chocolat, la fête de la musique, etc. Ou alors le sport, mais sur des activités autres que le cheval, et notamment les courses pédestres, comme la marathonnaise ou le bicentenaire ou la Joséphine, où on voit, je vous ai mis des photos, hein, des courses à pied qui traversent en fait le site. Et ça, c'est hyper important aussi parce que je pense à Saumur, même si aujourd'hui ça a évolué, mais quand je commençais à faire des entretiens, en fait, des questionnaires dans Saumur, on voyait que la population saumuroise n'était pas tellement attachée à l'école de cavalerie. Alors pourquoi bah parce que, mais c'est pas un reproche, hein, c'est qu'en fait, bah, comme c'est l'armée, bah, l'armée, évidemment, son fonctionnement n'est pas vers l'ouverture, ce qui est bien normal. Hein. Aujourd'hui, l'école, il y a toute une partie école, vraiment une formation avec 4 écoles, en fait, et elle est évidemment totalement fermée, pas du tout, c'est pas du tout un site touristique. Donc, en fait, cet attachement, en fait, c'était assez étonnant. Alors aujourd'hui, ça a changé parce qu'avec les crises économiques, etc., les gens, les Saumurois sentent bien que bah, valoriser le cheval, c'est important. Bon, mais cet attachement au cheval n'était pas aussi fort parce que, en fait, on n'est pas dans une culture partagée, forcément. Donc là, c'est vraiment l'idée que la population doit considérer que le haras fait partie, en fait, de leur histoire, de leur patrimoine, même s'ils ne sont pas cavaliers, et puis d'arriver aussi à casser tout ce problème hein, en fait, qui pénalise hein, la filière, c'est-à-dire les a priori qu'il y a encore sur le cheval. C'est-à-dire que moi, je m'occupe d'un master tourisme sportif et d'aventure, où j'ai à peu près un tiers de cavaliers et les 2 tiers sont d'autres sports, et les a priori sur le cheval, même auprès de populations jeunes, sont tout à fait étonnantes. Hein. C'est-à-dire qu'on est encore sur une idée que le cheval, c'est élitiste, le cheval attaché à la noblesse, etc. C'est-à-dire même des profils assez faux, hein, puisqu'en fait, les cavaliers aujourd'hui sont plutôt des cavalières et très jeunes, mais on a quand même cette idée de non-accessibilité. Donc c'est pour ça que toutes ces actions, en fait, me semblent très importantes. Alors, en ce qui concerne le haras de Saint-Lô, donc on va voir en fait un développement qui est différent, hein, le haras de Saint-Lô. Alors, là, évidemment, il y a le même objectif de valorisation territoriale en fait d'un outil de développement du territoire, mais qui privilégie d'abord le sport, l'élevage, et puis le tourisme et la culture. Et ça, c'est un choix, vous avez vu, hein, depuis les années 50, hein, c'est un choix historique. Alors, une transmission par l'événementiel, hein, donc le site se fait fort hein, d'orchestrer énormément de jours d'événements qui sont beaucoup des compétitions, en fait, soit des compétitions épiques, soit des journées autour de l'élevage. Donc, 162 journées, 72 journées d'événements par an, hein, vous vous rendez compte que c'est énorme, hein, c'est énorme. Sur 365 jours, c'est pratiquement un jour sur deux, quoi, c'est tout à fait énorme. Alors, ce qui est aussi très intéressant en fait à Saint-Lô, c'est d'avoir réussi. Alors, ils ne font plus en fait d'élevage, c'est-à-dire que évidemment le haras n'est pas propriétaire des talons, mais par contre ils ont réussi à conserver cette activité de préservation des patrimoines génétiques en maintenant une activité de reproduction par la location d'écuries à des étalonniers. Et c'est ce que dit Alain Talon. Ce qui est original, c'est que la partie historique des haras sert notamment d'outil de travail en accueillant une pépinière d'entreprise et un espace loué à des étalonniers. Alors ça, c'était en 2020. Là, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas retravaillé sur ce site, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Il faudrait que je demande à Alain. Mais je trouve, parce qu'en fait, l'idée hein, de ce travail, c'est après hein, de communiquer auprès des autres haras
et de transmettre, en fait, de mettre en commun, hein, c'est l'idée de ce qu'on fait dans le cadre du comité culture, d'essayer de mettre en commun les bonnes idées, quoi. Et là, l'intérêt, c'est bah, vous avez des chevaux sur le site, mais en plus, c'est des chevaux, en fait, où, alors même si c'est pas à des prix, ça reste public, hein, donc c'est pas des prix du privé, mais à la fois, ça permet d'attirer, en fait, de valoriser le site en le faisant vivre avec la préservation de l'activité, en fait, de l'élevage et la présence de chevaux, tout en ayant une rentrée économique. Euh, voilà. Alors, la transmission des patrimoines matériels et immatériels par le tourisme culturel. Alors là, c'est un ensemble aussi d'activités, ouverture gratuite aux visites, représentation estivale des jeudis du Hara. Alors, comme je vous disais, là, vous pouvez le voir sur la photo. Ah, pardon, je ne faisais pas. Avec la fameuse tenue rouge, hein, tenue rouge auquel les agents étaient extrêmement attachés, ce qui correspond à un prestige. Et donc, ça, je pense que ce qui est important à comprendre quand on travaille sur le tourisme, c'est que le tourisme, ce n'est pas c'est pas que de l'économique, c'est aussi des enjeux sociaux. C'est-à-dire que le fait alors, sauf quand on tombe dans les excès de surtourisme, où là, on est plutôt sur un rejet, mais quand on arrive à gérer les flux, il y a plutôt une valorisation, en fait. La valorisation de transmettre, la valorisation d'accueillir, qui amène une vraie fierté. Et je pense que c'est très important, en fait. On en a bien parlé du fait du maintien de cette tenue rouge, qui est très important pour les agents. Cette fierté des haras nationaux. Donc, dans le cas des jeudis du haras. Découverte pédagogique des races, surtout normandes. Alors, on n'a que 8 équidés, hein, mais ça suffit pour montrer, en fait, les différentes races. Visite de groupe, spectacle équestre, exposition temporaire. Donc, je vous ai mis quelques photos. Boutique de souvenirs. Alors, ça aussi, hein, c'est extrêmement important dans tous les sites aujourd'hui touristiques. Ça faisait partie aussi des recommandations pour le cadre noir. Il faut que la sortie passe par la boutique. Et là, c'est l'un des problèmes au cadre noir. On ne peut pas, en fait, pas obliger les gens à sortir par la boutique, et la boutique est trop petite de toute façon lorsqu'il y a vraiment influence. Or, on sait que l'achat, en fait, est beaucoup plus fort en sortant, en fait, qu'en rentrant, en fait, dans un site. Donc, on a cette presque nécessité. Alors, bien sûr, on va dire que c'est pas bien, mais la boutique, les produits dérivés, c'est une rentrée économique qui est fondamentale. Je repense au cadre noir. En dépit du fait qu'il n'y ait pas d'obligation de sortir par la boutique, on a pratiquement les mêmes entrées par la boutique économique, hein, les retombées économiques par la boutique, que les représentations du gala. Alors qu'évidemment, ça coûte moins cher, enfin, il y a moins de dépenses à tenir une boutique ouverte qu'à entretenir les chevaux, etc. Donc, c'est vraiment, les produits dérivés, c'est vraiment à ne pas ignorer. Alors, la diversification des publics. Alors, pareil, hein, bien qu'on soit quand même, on privilégie le sport, néanmoins, il y a quand même aussi cette volonté de diversifier les publics avec des noms équitants. Donc, Journée européenne du patrimoine, rencontre du patrimoine, concerts, manifestations sportives, privatisation de certains équipements pour les séminaires, les cocktails. Tout ça, en fait, hein, tout ça permet, en fait, faut pas le voir de façon négative, hein, parce que même les privatisations, c'est-à-dire que tout ça permet, en fait, d'avoir des rentrées économiques qui permettent de maintenir le patrimoine, de faire vivre toutes ces activités autour du cheval, hein. Alors, maintenant, par rapport à leur viabilité économique. Alors, des mots qui restent fragiles, hein. Donc, une réussite, alors on a une réussite, hein, on a une augmentation de la fréquentation. Donc, le Haras de Vendée, il est passé de 40 000 visiteurs en 2012 à une estimation de 90 000 en 2017. Et là, quand j'ai refait, j'ai réinterrogé euh, le directeur et la directrice adjointe, en fait, du Haras de Vendée, on serait autour de 100 000 en 2023. À budget égal, on va revenir dessus. Donc, c'est vraiment une évolution. Et ce qu'il faut voir qui est très positif, en fait, pour la Vendée, en fait, l'objectif pour le département, c'était aussi de revaloriser la Roche-sur-Yon, comme vous le savez, n'est pas forcément la destination la plus attractive de France. Et donc, en fait, il y a eu deux grandes actions. Il y a la place Napoléon, en fait, qui a été reconfigurée de façon spectaculaire avec les animaux, la mécanique. Donc, grâce à ça et le Haras, l'idée, c'est évidemment, on n'a pas objectif, hein, de rivaliser avec le littoral, mais qu'il y ait quand même un changement d'image et une fréquentation plus forte de La Roche-sur-Yon. Ça, c'est l'objectif, en fait, du département. Et en ce qui concerne la ville, c'est aussi, alors même si la ville n'est pas propriétaire, c'est quand même la capitale du département, en fait, c'est le chef-lieu. En fait, c'est en fait d'avoir une attractivité plus intéressante sur ce chef-lieu. Alors,
Le haras de Saint-Lô, en 2017, on avait voilà, 99 000 entrées et 100 000, plus de 100 000 en fait en 2018. Par contre, là, c'est complètement inversé, c'est-à-dire que ce qui fonctionne très très bien, bah, on l'a vu, c'est l'événementiel, hein, sportif, et donc on n'a que 22,8% qui relèvent d'activités culturelles et touristiques. C'est-à-dire qu'en clair, au haras de Saint-Lô, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est dans le patrimoine, ça n'est pas le site patrimonial qui attire le monde, en fait, c'est vraiment le pôle sportif. Et donc là, en fait, l'objectif en fait, du directeur était justement, enfin, et de son équipe, et ben, d'arriver à redévelopper, en fait, parce qu'on pourrait avoir beaucoup plus de monde si on arrivait, vous voyez, en ce qui concerne les visites culturelles et touristiques, on est qu'à moins de 25 000 personnes, ce qui n'est pas énorme hein, par rapport surtout à la taille du site. Alors, ces sources d'emploi, donc en fait, au Haras de Vendée, donc j'ai les derniers chiffres, là je vous les ai pas remis, mais je les ai pour la dernière publication de l'année dernière. On avait 8 agents du département et 12 agents IFCE. Alors ces agents d'IFCE, bien sûr, ne sont plus là, mais on a encore une dizaine d'agents du département. Le Haras de Saint-Lô, on a 20, alors on a aujourd'hui, on a une, pareil, on a un peu moins de 30 personnes en fait sur le site, hein, donc c'est quand même un vrai outil de développement. Et puis, on a, alors, sur l'emploi, on a conservation des patrimoines matériels, immatériels et vivants, hein, c'est quand même extrêmement important. Transmission par une diversification des activités auprès de publics variés. Donc, ça, tout ça, c'est ce qui fonctionne. Hein. Eva filière équine territoriale. Donc, pour rappel, le Haras de la Vendée met à disposition des associations locaux, des éleveurs locaux, ces infrastructures et à titre gratuit, hein, pour commercialiser leurs produits. Et à Saint-Lô, la pépinière favorise l'implantation de jeunes cavaliers professionnels en Normandie. Puisqu'en fait, cette pépinière, c'est l'idée de mettre à disposition, avec des tarifs très réduits, en fait, les jeunes professionnels normands, en accompagnant leur projet. Donc, on a, en fait, par rapport aux chartes, si vous vous rappelez, hein, en fait, enfin, aux chartes, au projet, on remplit, en fait, on répond, en fait, aux projets initiaux. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, évidemment, le mais, c'est la rentabilité économique hein, qui demeure fragile. Hein. En dépit de leur réussite, les deux sites sont face à des difficultés importantes économiquement, un équipement qui est cher à entretenir, le coût des chevaux, la masse salariale qui est nécessaire. Mais, hein. Alors, en fait, les sites ne peuvent pas prétendre à l'autofinancement en dépit d'une amélioration de leur performance. Alors, on a un autofinancement, ça peut sembler très peu, à hauteur de 20% pour le Haras de la Vendée, mais avec une amélioration de la rentabilité, puisqu'on a un budget stable depuis 2012, avec une augmentation très significative hein, du nombre de visites. Et un autofinancement à hauteur de 52%, et alors ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est une belle performance pour le Haras de Saint-Lô, avec un nombre de visites qui est en augmentation pour tout ce qui est culture, mais qui reste faible. Alors, ça peut sembler catastrophique, mais après, il faut se rappeler, alors là, je ne vous l'ai pas mis là, je crois, non, je ne vous l'ai pas mis là. Il faut savoir que pour les sites du patrimoine, en général, c'est-à-dire 100 chevaux qui coûtent quand même très cher, la moyenne en France, c'est un taux de recouvrement de 30%. Donc, en fait, quand j'ai travaillé sur le cadre noir qui est autour de 35%, en fait, de taux de recouvrement, en fait, on est déjà, alors qu'on a des chevaux, on est au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que là encore, hein, j'insiste sur le fait que une collectivité ne doit pas fonctionner comme une entreprise. Ça n'est pas juste la rentabilité du site. Ce qui compte, c'est de voir sur l'ensemble du territoire ce que ça amène. Et si je pense au Haras de Vendée, par exemple, il y a un pass hein, qui permet en fait de visiter un ensemble de sites culturels. Donc ça amène en fait du développement sur l'ensemble du territoire. Et, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que dans la majorité des sites, en fait, ce sont les collectivités qui ont récupéré parce que il faut pouvoir se le permettre. Une entreprise privée ne peut pas se permettre de se dire bon bah je vais perdre de l'argent sauf si on est extrêmement riches. En fait, c'est ce qui se passe hein, parfois dans l'élevage, il y a des moments qui sont extrêmement riches et qui donc peuvent se permettre de perdre de l'argent avec les chevaux parce que c'est leur passion. Mais sinon, une entreprise privée, elle doit forcément faire un bénéfice. Une collectivité peut raisonner différemment, c'est-à-dire je peux perdre de l'argent sur ce site-là, mais globalement, ça contribue à l'activité globale de mon territoire et donc ça va amener quand même beaucoup en fait de retombées économiques pour l'hébergement, pour la restauration, etc. Donc ça, c'est important à comprendre. Alors, euh, en fait, en ce qui concerne Saint-Lô, en fait, le projet, bon, bah, qui a été ralenti, vous imaginez bien, par l'incendie, en fait, c'est donc l'objectif à Saint-Lô, c'est
de développer donc cette partie. Le pôle sportif fonctionne déjà très bien, en fait, mais il y a quand même une potentialité de développement fort sur l'activité touristique et culturelle. Euh, donc, en fait, il y avait une vraie volonté en fait de refonder la politique touristique du site en travaillant aussi beaucoup plus de concert avec l'Office du tourisme en fait de Saint-Lô. Et ça aussi, le fonctionnement du tourisme, c'est très important. Il faut vraiment que ça fonctionne en réseau. Le Cadre Noir aujourd'hui fonctionne aussi beaucoup avec l'Office du tourisme de Saumur, alors qu'il faut qu'il y ait des synergies. Donc, en fait, le directeur explique que cette nouvelle politique reposerait sur une réorganisation spatiale des activités, séparant espaces de valorisation équine et espaces culturels et touristiques liés à un projet d'hébergement de qualité. Alors, évidemment, euh, tout ça a été ralenti par le tragique incendie en juillet 2019. Mais nous avons donc là pour finir, j'ai mis une citation en fait d'Alain Talon, hein, qui est toujours très optimiste, hein, qui dit c'est un événement tragique, mais il nous oblige à penser l'ensemble de l'avenir du haras entre conservation et modernité. Et il dit le haras de 1882 était novateur, il doit le rester. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que préserver un patrimoine ne veut pas forcément dire le figer, en fait. Donc, en conclusion, donc le tourisme est un agent de la réinvention culturelle des haras au travers de logiques co-constitutives, hein, co-constitutives entre tourisme et patrimoine, hein, parce qu'en fait, l'évolution patrimoniale est pour un public. Hein, donc, on a aussi, comme je vous disais, hein, les phénomènes de processus en fait de choix de la mémoire dans le cadre du patrimoine. Hein. En effet, la perte de la fonction utilitaire a favorisé leur entrée dans un processus de patrimonialisation qui induit un changement de signifié dans la conscience collective. Donc, les haras doivent leur survie, alors ce que Pognon appelle leur sémaphorisation, et donc la reprise des collectivités de 18 sites sur les 21 les investis par l'État attestent de leur assimilation quand même à des marqueurs identitaires importants pour les territoires. Alors, dans les bonnes nouvelles, une fois de plus, il ne faut pas dire ça normalement dans la recherche parce que ce n'est pas l'objectif, mais ce phénomène, en fait, il traduit quand même l'attachement des populations à leur héritage agricole équin. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans la filière équine, c'est quand même quelque chose de positif, puisqu'on voit que, en fait, 18 des 13 des 23 sites s'articulent autour de la présence de chevaux. Le rôle du tourisme est aussi fondamental, hein, puisqu'on voit que 17 des 23 sites se restructurent autour de leur tourisme, par rapport à une valorisation touristique totale ou partielle, soit la quasi-totalité des haras qui sont redemeurés au moins du pouvoir public. Donc, en fait, pour finir, évidemment, ce n'est pas facile. Hein. Ces modèles, ça suppose. Alors, bon, au bout de 10 ans, aujourd'hui, tous ces moments très difficiles, en fait, hein, comme vous l'ai déjà dit, en fait, le fait euh, on a demandé à des spécialistes de l'élevage de devenir des spécialistes du tourisme et de la culture. C'est des métiers complètement différents. Et donc, évidemment, que ça a été douloureux. Hein, faut pas l'oublier. Hein, enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait des témoignages avec les directeurs de sites, il y a eu quand même, ça a quand même été très difficile. Hein, mais aujourd'hui, bon, bah, en 2025, bon, bah, c'est quand même du temps qui s'est écoulé. Donc, on a de nouvel équilibre et on est plutôt face à des directeurs, parce que bon, j'en vois d'autres, hein, qui sont intéressés justement par ces deux exemples qui attestent d'une réussite, parce qu'ils voient effectivement leur avenir au travers de la polyactivité, ça me semble extrêmement important, du patrimoine et de la culture, mais pas que. Ça peut être aussi la formation, ça peut être aussi, en fait, effectivement, du sport. Mais donc, ça veut dire que ce sont des changements profonds et qui demandent en fait une réflexion collective en fait sur un projet. Voilà. Et vous verrez, vous avez peut-être vu que certains dans le tableau là, certains sont toujours en cours de réflexion. En fait. Et puis c'est une réflexion, je pense, qui est en permanence, parce que même sur des sites qui fonctionnent comme les deux qu'on a vus, en fait, ça veut dire quand même une remise en question en permanence sur la nouvelle offre, l'adaptation, etc. Alors, en fait, voilà, en fait, bon, d'un point de vue de la recherche, le cas des haras nationaux s'inscrit dans le champ en fait des processus de co-constitution entre tourisme et patrimoine. Et il me semble que c'est intéressant en fait ce concept de sémiophorisation qui n'induit pas nécessairement de rupture de valeur ni de sanctuarisation. Ça me paraît aussi fondamental. Un site patrimonial n'est pas forcément sanctuarisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover, inventer de nouvelles activités. On a eu de la réalité augmentée hein, sur le site du haras de la Vendée, du haras de Saint-Lô, des choses comme ça. Au contraire, l'avenir des sites dépend d'une construction dialogique combinant perpétuation et réinvention constante des cultures équestres. Donc, elle repose sur un triptyque territorialisation, collaboration des acteurs et pluriactivité. Il me semble que c'est ce qui ressort en fait hein, vraiment de l'ensemble des sites.
avec le défi de l'autofinancement. D'où l'intérêt dans le comité équestre, dans le comité culture de l'IFCE, d'essayer de travailler, en fait, c'est un peu les projets, de travailler en réseau. Pardon, je ne vous ai pas mis le dernier. Voilà, là, je travaille sur deux écrans en même temps, parce que je ne vois pas, en fait. Et ce travail en réseau, alors, bon, à la fois, on travaille dessus en France, mais ça peut être aussi à l'international, hein. Vous savez qu'il y a il y a un label National Stub, European National Stub. Toute la complexité, c'est que si on crée, on est sur ces réflexions-là, si on crée un label, il faut savoir ce qu'on met dedans et il faut savoir aussi ce que on va mettre, enfin, qu'est-ce qu'on va promettre en fait à ces directeurs, des directrices de hara. Qu'est-ce que vous allez avoir en plus? L'idée, c'est d'essayer de construire une destination, des destinations cheval, un tourisme du cheval, où en fait sur les différents sites, on aurait des possibilités de renvoi à d'autres sites, des passes, des choses comme ça, pour donner l'envie, en fait, de se déplacer de A à A. Et donc, il peut être à la fois donc, français et européen, en intégrant aussi les écoles. Là, je vous ai mis des photos aussi de l'école de RS et de Lisbonne. Et voilà. Et donc, pour aller plus loin, bah, c'est les trois publications dont je vous parlais. C'est celle qui est sortie en 2024, les patrimoines équestres, agents de développement territorial en Pays de la Loire, sur donc le raz de Vendée et le Cadre Noir. Alors, celui dont est extrait cette communication, c'est essentiellement celui qui est sorti en 2020 sur la mise en tourisme des rats nationaux, de la perpétuation à la réinvention à l'économie rurale. Et puis, j'en avais sorti un précédemment, 2002, and Vendée Stub, Documentation and Tourism. Voilà, merci.